Bonjour. Pour le plus large public, le traité de Versailles concernait essentiellement deux grands points. D'abord, la sécurité de l'Europe, avec le désarmement des pays vaincus. Ensuite, le paiement des réparations dues au titre des dommages de guerre. Et ces deux points ont fait l'objet de milliers d'articles et d'ouvrages en tout genre, sous prétexte que les conventions passées auraient porté les germes du second conflit mondial, ce qui n'est pas faux, mais très largement en dessous de la vérité. En effet, nous allons voir maintenant que si ces deux points largement débattus ont effectivement servi de prétexte à toutes sortes de récriminations, essentiellement de la part de l'Allemagne, et s'ils furent mis en avant par tous les historiens du monde, parce qu'ils servaient parfaitement les thèses officielles, les motifs de guerre les plus importants furent totalement passés sous silence par les officiants du culte. Un silence particulièrement assourdissant lorsqu'on s'intéresse au véritable enjeu de tout conflit, le butin qu'il rapporte. Chacun connaît ces mots d'Anatole France. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. Voici la lettre, tout à fait édifiante, que ce grand écrivain a adressée à Marcel Cachin, député socialiste et figure du Front populaire, par laquelle il évoque un ouvrage de Michel Corday intitulé Léo Fourneau. Ce livre, rédigé après la Première Guerre mondiale, révèle, comme tant d'autres édités durant la même période, les véritables enjeux de cette guerre. Pourtant, ces témoins, ces lanceurs d'alerte oubliés, reconnus par tous comme de grands penseurs, souvent encensés par les plus grands esprits de ce temps, ou ayant obtenu, comme Anatole France, le prix Nobel de littérature ou Hooker, leur siège à l'Académie, semblent soudain avoir été comme muselés aussitôt qu'ils abordaient ce problème de la responsabilité exclusive et incontestable des élites financières dans la Première Guerre mondiale. Comme si soudain leur message devait être effacé des mémoires. Pourtant, chacun sait que vouloir expliquer une guerre mondiale ou n'importe quel autre conflit sans s'intéresser au but de guerre économique de chaque belligérant est une aberration. Que si l'on veut sincèrement comprendre, il ne s'agit pas de se préoccuper uniquement des raisons officielles. Dans le cas de cette première guerre, l'assassinat de l'héritier de l'Empire austro-hongrois, mais surtout des gains espérés pour chacun des protagonistes. En effet, je le répète, un conflit moderne ne peut être décidé et mis en œuvre en 5 minutes. Il faut le préparer pendant 10 ans. On ne construit pas une armée capable de se battre des années en un tournement. Il faut construire les dizaines de milliers de canons, de chars, d'avions, les milliers de navires et sous-marins qui s'affronteront sur tous les fronts. Produire les centaines de millions de tonnes de munitions, d'obus, de mines et d'approvisionnements divers qui seront dépensés dès les premiers mois du conflit. Et surtout préparer les hommes et les opinions publiques. Et tout ceci ne se fait ni en un mois, ni en un an. Il y faut des années, et surtout l'accord des financiers et des industriels qui vont risquer de tout perdre en cas de défaite. Et comment les décider si ce n'est en leur promettant des gains à la hauteur de leurs investissements? J'affirme donc que toute guerre moderne se décide entre les deux partis dirigeants, le pouvoir politique et le pouvoir financier, au détriment du troisième pouvoir, les peuples. Que ce processus de décision est toujours secret et qu'il demande en outre d'être accompagné d'une puissante propagande afin de motiver les peuples pour un nouveau sacrifice. C'est cette vision des choses que je défends et que les historiens politiques et médias politiquement corrects évitent soigneusement d'aborder en accusant tous les chercheurs trop curieux de sacrifier à des thèses conspirationnistes.
Nous serions donc des complotistes. Soit, j'accepte le qualificatif. Non parce qu'il correspond à quelques dérives de mon esprit embrumé, mais tout simplement parce qu'il est très facile de démontrer la réalité de ces complots, ayant amené tant de guerres tout au long du XXe siècle, et les 231 millions de victimes que j'ai déjà évoquées. Il suffit, pour cela, d'aller justement là où tous ces braves serviteurs de nos États, soi-disant démocratiques, ne veulent surtout pas qu'on aille fouiner. Reprenons donc toute l'affaire en rappelant quelques vérités totalement oubliées, à commencer par le butin. En effet, on oublie trop souvent de rappeler que tous les empires vaincus de la Première Guerre se virent confisquer non seulement leurs colonies, mais également leurs industries, leurs mines et leurs brevets. Que les grands trusts industriels et financiers qui se voyaient ainsi dépossédés ont été obligés de vendre de nombreuses actions à des prix de misère pour tenter de conserver une part du gâteau. Pour illustrer tout cela, prenons le cas de l'Allemagne, puisqu'il est le plus connu. En 1919, lorsque le gouvernement républicain socialiste de Weimar, après avoir renversé la monarchie, prit les rênes du pays, la première chose qu'il décida fut de payer les réparations exigées par les Alliés à Versailles. Mais, et c'est ce qu'on aimerait bien nous faire oublier, non pas en faisant payer le peuple qui avait déjà payé le prix du sang, mais tous ceux qui s'étaient honteusement enrichis en construisant les armes et en finançant l'effort de guerre. Décision très inamicale, provoquant de la part de tous ces braves gens une réaction bien compréhensible. Ils vendirent en masse leurs actions à leurs amis du camp des vainqueurs et achetèrent en contrepartie des actions de ces entreprises. D'où mélange des capitaux et naissance du grand capital apatride noir, puisque ces grands industriels avaient pour but de frauder l'État en vendant. En effet, comment demander aux nouveaux propriétaires du clan des vainqueurs de payer les réparations de guerre à la place des vaincus? Ce serait absurde. C'est donc en organisant leur insolvabilité avec la complicité de leurs amis du grand capital du camp des vainqueurs que les Krupp, Siemens et autres Thyssen ont réussi à échapper au paiement des réparations. Quant à leurs nouveaux amis, ils obéissaient à peu près au même principe, puisque après la guerre, tous les gouvernements européens basculèrent peu à peu à gauche, entraînant une suite de réformes sociales peu appréciées des industriels et banquiers. Et l'on revient toujours aux mêmes solutions. Ces mesures étant réduites dans les pays vaincus et le prix du travail moins cher, il était très rentable d'y investir. Le principe est d'ailleurs toujours le même aujourd'hui. On l'appelle délocalisation. En résumé, dès le début des années 1920, les industriels et financiers du monde entier se sont alliés au sein de nouveaux grands trusts, et ces trusts n'étaient plus à capitaux essentiellement nationaux, mais internationaux. D'où la naissance de ce que j'appelle le grand capital international, qui allait bientôt se transformer en grand capital noir, fraudeur fiscal, fauteur de guerre et de révolution en tout genre, afin de conserver une rentabilité maximale. Venons-en maintenant au second point, fondateur de ce grand capital. La manière dont il a fait passer son intérêt avant celui des peuples, afin justement d'augmenter sa puissance. Car tout est là, sans arrêt, il faut faire tourner la machine. Suite à ces fusions d'intérêts et à l'internationalisation des capitaux, les hommes du grand capital allemand, dont les intérêts sont maintenant fortement mêlés à leurs nouveaux amis du clan des vainqueurs, commencent à gérer avec eux l'énorme butin de la Première Guerre, donc les usines, les mines, ainsi que les entreprises coloniales qui fournirent toutes les marchandises et armements aux trois empires vaincus tout au long des 4 années de guerre. Ajoutés aux entreprises et aux banques qui avaient alimenté le conflit du côté allié,
Il s'agissait là de la quasi-totalité du tissu industriel, commercial et financier de la planète. Du côté des industriels et financiers du clan des vainqueurs, nous trouvons évidemment ceux à qui ce premier conflit mondial a rapporté le pactole. Les grands intérêts de Wall Street qui ont approvisionné les armées alliées en matières premières et en argent pendant 4 ans. Et vous avez compris que les énormes bénéfices réalisés ont servi à racheter les parts de leurs nouveaux amis allemands, mais également celles des grands entrepreneurs autrichiens, hongrois, turcs, sans oublier ceux des autres entrepreneurs européens ruinés par le conflit, tchécoslovaques, roumains, russes, etc. En résumé, le grand capital américain, fuyant les impôts de son pays, mais également une augmentation des salaires, des droits sociaux et des droits syndicaux, a logiquement investi dans des pays ruinés, mais dont les industries étaient intactes et la main-d'œuvre bien formée. Il a été rapidement suivi par le grand capital britannique, tous deux agissant bien souvent sous couverture de leurs nouvelles entreprises allemandes. Et bien sûr, Wall Street et la City de Londres vont très vite s'opposer à leurs confrères français, belges et italiens, qui eux aussi ont touché leur part du gâteau, mais aimeraient bien l'augmenter. Et surtout, bloquer les anglo-saxons dans leur invasion pacifique de l'Europe. C'est donc dès 1920, alors qu'on organise gentiment entre soi le partage des dépouilles des empires vaincus, que l'on va assister aux premières oppositions qui vont amener à la Seconde Guerre mondiale. Et ce ne sera pas Hitler qui fera monter la tension, ni même les grands industriels soi-disant revanchards, si bien vilipendés par les historiens et médias de tous bords. Mais le grand capital noir, fraudeur fiscal et opportuniste, car peu embarrassé des problèmes nationaux. C'est lui qui va hisser les communistes et les nazis au pouvoir pour s'établir fermement dans ces deux pays, puis provoquer cette seconde guerre dont il a tant besoin pour contrer non seulement la France, mais surtout l'Union européenne qui est en train de s'organiser autour des grandes républiques socialistes, France, Allemagne, Espagne, Italie. Nous constatons donc ici que, quel que soit le point de vue adopté, nous revenons systématiquement aux mêmes paramètres. L'opposition fondamentale entre les pays anglo-saxons, de nature impérialiste et mondialiste, prenant la liberté d'entreprendre, donc de s'emparer par tous les moyens, pacifiques ou non, des richesses des pays pauvres, et les empires européens qui tentent de conserver leur puissance et de s'organiser autour de principes républicains et nationalistes. Une dichotomie que l'on retrouve à l'intérieur de chaque pays et même de chaque gouvernement entre hommes politiques de droite et de gauche. Et l'on comprend à la fois à quel point tout ceci va être compliqué à analyser et comment le grand capital noir va parvenir à embrouiller les peuples afin de faire monter les tensions tout en dissimulant les véritables raisons de ces tensions. La mainmise sur le butin des empires vaincus et la préparation d'une nouvelle guerre qui, seule, pourrait éviter une récession mondiale et l'effondrement de l'activité. En effet, nous verrons dans le prochain film que la gestion de cet énorme potentiel allait amener quelques problèmes insolubles, au premier rang desquels la surproduction. À bientôt donc, peut-être, si les grands censeurs nous laissent la parole.